Là. Ah oui. Ben oui, il faut plus de dames, c'est ça. Voilà. Mais je renvoie l'observation de Mohamed Diawara. Puisqu'il aime les voix de femmes, il faut qu'il y ait davantage de femmes au poste de responsabilité. Et comme ça, on y arrivera. Il y a des progrès, mais ils sont encore insuffisants. Des progrès à la Chambre des députés française en particulier. Très, très important. Bon, quelques mots pour introduire cette table ronde. D'abord, je m'appelle Rémi Marchand. J'ai eu une longue carrière administrative, en particulier au ministère des Finances. Et maintenant, je travaille pour une association sans but lucratif qui s'appelle l'AFNET. L'AFNET a deux catégories de membres. Ces membres sont les grandes filières industrielles françaises, aéronautique, ferroviaire, construction navale et ainsi de suite. Ça, c'est la première catégorie de membres. Et la deuxième catégorie de membres, ce sont les entreprises du numérique, telles que Cisco, Microsoft, et puis des entreprises de taille moindre, des PME plus ou moins grosses. Et tous ces gens-là se rencontrent dans un think tank qui est le creuset où les informations s'échangent, on laisse les couteaux au vestiaire et on peut très très librement ourdir des complots ayant pour objet de développer le numérique. Je vais faire deux petites observations que je n'ai pas faites pendant le débat de ce matin, mais qui ont leur pertinence par rapport aux travaux de cet atelier-ci. C'est d'abord la nécessité absolue d'un soutien politique d'une initiative dans le numérique. Et j'en ai eu l'expérience, puisque j'ai été responsable pendant 10 ans de la numérisation des missions économiques des ambassades. Et quand j'ai eu cette responsabilité, je peux vous dire qu'au début, on a oublié de m'inviter à une conférence budgétaire à laquelle je devais participer de droit. Et du même coup, mes collègues, qui n'étaient pas très sympathiques, ont dit que finalement, les crédits informatiques, on n'en avait pas besoin. Alors bien entendu, ils ont été rayés. Le lendemain, je suis entré comme une bombe dans le bureau de mon directeur. Je lui ai dit, vous m'aviez promis 1 million. Et il s'est mis à rire. Et il m'a dit, revenez demain. Le lendemain, j'avais un budget de 10 millions. Je parle des francs, c'était avant l'euro. À compter de ce moment-là, ma crédibilité s'est trouvée augmentée. Et ensuite, malgré tout, les conseillers commerciaux avaient tendance à penser que le traitement de l'information, ce n'était pas pour eux. Et donc, ils avaient plutôt tendance à mettre les ordinateurs au placard. Et je me suis ouvert de ça sur l'instruction de mon directeur auprès de la ministre en charge du commerce extérieur, Madame Édith Cresson. Et ensuite, quand Madame Édith Cresson visitait une mission économique, la première chose qu'elle faisait en franchissant le pas de la porte, c'était de demander au chef de la mission où il en était dans son plan de formation. Et je peux vous garantir qu'à compter de ce moment-là, les plans de formation ont été remplis. La dernière observation, avant de présenter les excellents membres du panel, ce sera pour vous dire que ce matin, j'étais un petit peu déçu dans la séance sur le e-gouvernement, car on n'a pas parlé de quelque chose qui est très important pour nous, c'est le travail sémantique. Et ce n'est pas Ibrahima Diam qui va me démentir, puisqu'il travaille sur ce sujet dans les instances appropriées depuis de nombreuses années. Et je peux vous le dire que sur la numérisation des systèmes de transport et de logistique, aujourd'hui, dans les systèmes les plus élaborés, on a souvent de grandes difficultés par un mauvais traitement d'une information aussi simple que l'adresse. Que pouvez-vous faire d'un message électronique qui stipule une adresse qui n'est pas bonne quand les marchandises sortent de l'avion ou du bateau et sont livrées aux manutentionnaires? Les manutentionnaires et les transporteurs sont obligés de prendre le téléphone ou le fax ou je ne sais trop quel moyen pour localiser précisément l'endroit où l'information doit être livrée. Je n'en dis pas plus, mais je vais maintenant vous présenter les membres de ce panel. Nous avons évidemment M. Ahmed Selif Camara,
le directeur de l'Adjectic. Nous avons donc Mohamed Diawara de General Computec. Ensuite, nous avons monsieur Bouillaguet qui devait représenter le Cargo Information Network de Roissy, intervenant majeur, puisque nous allons parler d'abord d'une opération qui concerne la numérisation des procédures du transport aérien. Et puis Jean-Louis Safati d'Air France. Et j'ai déjà nommé Ibrahima Diane, qui est rapporteur pour l'ensemble des pays africains auprès de l'Organisation des Nations Unies, où se fait précisément ce travail sémantique. Alors, je donne la parole en premier lieu à Ibrahima Diane, à Mohamed Diawara, pour nous expliquer le contexte dans lequel se met en place le guichet unique, dont la numérisation des procédures de transport aérien sera une première réalisation ayant vertu d'exemplarité. Bonjour tout le monde. Rémi, déjà, je vous remercie de m'avoir invité à ce panel. Mais tout d'abord, avant de parler des guichets uniques, je voulais rappeler en introduction le rôle et l'importance des recettes fiscales, en particulier la chaîne d'approvisionnement, la douane, sur le budget national. Pour vous donner une ordre d'idée, ça représente 30 milliards par semaine, ce qui fait environ 1500 milliards, qui représente plus de 60% du budget national. Donc c'est pour juste vous dire à quel point la chaîne de numérisation, la chaîne d'approvisionnement, les différents acteurs qui interviennent ont un impact sur la garantie de nos recettes fiscales et la souveraineté financière des pays de l'espace UEMOA en général. Les chiffres que j'annonce, c'est pour le Mali, mais en général, c'est pareil pour la plupart des pays de l'UEMOA. Et le but ultime des guichets uniques, dans un premier temps, c'est la simplification de ces procédures. Aujourd'hui, nous avons face à nous des opérateurs qui sont la plupart des gens qui sont, enfin pour le cas du Mali en tout cas, qui ne sont pas habitués à ces instruments de travail. Et la numérisation, le premier enjeu, c'est d'abord la conduite du changement. J'en discutais tout à l'heure avec Jane. Nous avons face à nous une transition des modes de travail dans le numérique. Donc, ce qui va forcément engendrer des résistances à la conduite de changement. Au-delà de la simplification des procédures, il y a la fluidité et la célérité des opérations de transactions commerciales, qui représentent aujourd'hui environ, nous avons pour le cas du Mali, 700 camions qui transitent sur nos différents corridors. Et souvent, nous pouvons avoir des délais d'attente de 2 à 3 jours pour un camion. Imaginez ce que ça peut représenter pour un opérateur numérique en termes de coûts logistiques. Et nous avons aussi des barrières qui sont non tarifaires, notamment des contrôles douteux sur les corridors. Pour cela, il y a l'Observatoire des pratiques douteuses sur les corridors qui ont été mis en place par rapport à ces différentes pratiques. Donc vous voyez, nous sommes confrontés à beaucoup d'enjeux par rapport à l'approvisionnement de nos différents pays, d'où l'intérêt de mettre en place un guichet unique pour simplifier ces différentes procédures, pour alléger les systèmes de contrôle, mais aussi pour réduire le coût logistique qui a un impact direct sur le panier du ménagère. Mais je vous ai aussi parlé tout à l'heure des défis, des enjeux auxquels nous sommes confrontés, notamment des pertes de pouvoir de certaines administrations qui sont devenues réfractaires au départ, parce qu'un projet de guichet unique regroupe plusieurs administrations régaliennes, où chacun veut garder une partie de son pouvoir. Donc, nous, ça a été, la problématique de l'ancrage institutionnel était vraiment un défi majeur dans le cadre de notre projet de guichet unique de commerce extérieur au Mali.
Et comme je l'ai souligné aussi, la gestion des identités. Nous avons plusieurs systèmes d'information. Pour le cas du Mali, c'est un peu particulier parce que la phase de prédouanement, c'est une fonction à part dans la chaîne de l'importation. Il y a la douane pour les procédures douanières, mais aussi nous avons toute une plateforme logistique qui regroupe les chargeurs maliens, les transporteurs, ainsi de suite. Donc, vous voyez, l'interconnexion de tous ces systèmes aussi est un défi, d'où la question de l'identité numérique. On en parlait ce matin, qui fait quoi, dans quel environnement, et qui a quelle responsabilité. Et c'est tout un ensemble de défis et d'objectifs qui nous a amenés aujourd'hui à mettre ce projet parmi les projets prioritaires du commerce extérieur au Mali. Mais tout à l'heure, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser les autres panélistes se prononcer sur d'autres questions que nous pourrons développer tout à l'heure. Merci. Bien. Suite à M. Camara, Mohamed a pensé que votre intervention serait plus utile après celles qui vont être faites pour présenter le projet pilote qui concerne la numérisation des procédures du transport aérien. Alors, avant de donner la parole aux représentants du Cargo Information Network de Roissy, je voudrais dire quelques mots sur le contexte dans lequel cette opération s'est placée. Ibrahima Diane et moi-même, nous étions à Genève en 2006. C'est cette année-là que j'ai fait sa connaissance. Et à l'époque, nous avons appris que l'IATA était en train de démarrer un vaste projet. C'est en 2013, dans les locaux de l'IATA à Genève, que nous avons eu le résultat de 6 années de travail. C'est dire qu'il faut être persévérant dans nos métiers. Et par conséquent, ce qui est très intéressant dans cette opération pilote, c'est que nous partons de quelque chose qui est bien calibré et qui est tout à fait propice à des développements de portée mondiale. Donc ce vers quoi s'orientent les réalisations au Mali, c'est quelque chose qui a valeur universelle. Et les échanges qui pourront s'établir entre le centre informatique de Roissy et l'aéroport de Bamako pourront se répliquer avec d'autres aéroports. Donc ça, c'est très très important. Dès le départ, nous avons quelque chose qui, de plus, est aligné sur le modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes. Donc pouvez-vous nous expliquer, monsieur, comment tout fonctionne à Roissy et quels sont les types d'informations qui sont traitées et comment ces informations pourront être mises à la disposition de la société malienne, gouvernement, mais aussi les parties prenantes privées. Bonjour, merci à tous d'être là. Donc effectivement, je suis Étienne Blanchet, directeur technique et opérationnel du SIN. Le SIN, je voudrais juste dire 2 mots du SIN avant de répondre à votre question. Donc le SIN, c'est le Cargo Community System du fret aérien français. C'est un système qui dématérialise l'ensemble du suivi de la marchandise sur du fret qui rentre ou qui sort de France. Dématérialiser le suivi, mais aussi toutes les procédures autour du fret, vous en avez parlé, le dédouanement évidemment, mais aussi le transit, les matières dangereuses. Donc cette plateforme, elle a été créée en 2010 à l'initiative d'Air France, du SICAF, de TLF et de Champ, avec un enjeu premier qui était d'améliorer la productivité de l'ensemble des acteurs. En fait, le fret aérien, c'est énormément d'acteurs, transitaires, compagnies, douanes, je l'ai déjà dit, transporteurs, et il faut que tous ces acteurs communiquent et échangent énormément d'informations. Communication des acteurs, mais aussi communication des systèmes. Donc voilà, depuis 2010, aujourd'hui, le SIN traite à peu près 80% des informations du fret aérien en France. Et donc aujourd'hui une place incontournable pour toutes les opérations fret aérien. Pour répondre un peu plus à votre question concernant les autres, on pourrait appeler ça guichet unique ou Cargo Community System. En fait, effectivement, le transport s'arrête pas en France, comme je l'ai dit. En fait, c'est mondial. Il y a d'autres Cargo Community Systems dans le monde, en Hollande, en Asie.
et aujourd'hui en Afrique avec les guichets uniques. Et un des enjeux, à mon avis, c'est justement cette communication entre ces différents cargo community systems. On parle même en France aujourd'hui d'interopérabilité entre les cargo community du fret aérien et du fret maritime. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui devant nous, c'est vraiment cette interopérabilité entre toutes les places, puisque de la marchandise qui part de Paris pour aller au Mali, on a les informations à Paris et autant les avoir très vite sur les places en Afrique pour optimiser et améliorer la productivité de tous les acteurs. Monsieur Blanchet, je pense qu'on vous demandera davantage de détails. Comment traitez-vous ces informations? Vous avez mentionné la douane. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? D'emblée, nous voyons qu'à travers cette réalisation, on est clairement dans un partenariat public-privé. Et donc, vous avez des relations non seulement avec les usagers de l'aéroport, transporteurs aériens, mais également avec les administrations. Il faudra évidemment faire la même chose au Mali. Comment voyez-vous que ça puisse se faire? Tout à fait. Alors, en fait, comme je le disais, mais on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est que ce Cargo Community System, c'est un partage d'informations, donc c'est une démétarisation de l'ensemble des informations du fret. Donc la première chose, il faut que tous les acteurs, compagnies, principalement les compagnies et les transitaires, transmettent les informations à cette plateforme qui a vocation d'agréger l'information et ensuite d'opérer sur ces informations pour le compte des compagnies ou des transitaires, des opérations avec la douane, par exemple, lorsque l'on fait de l'ICS ou de l'ECS en sécurité, en import et en export, ou entre les acteurs quand on fait de l'IDGD, donc de matières dangereuses. Donc la première chose qui est importante, c'est justement cette intégration des données, parce que la pertinence et la justesse des données, c'est vraiment la base d'un CCS. Il faut absolument que ces informations soient justes et en temps réel dans le système. Ensuite, le deuxième point important, c'est justement effectivement l'accès et la sécurisation de l'accès à ces données, puisqu'en fait, même si on partage toutes les données, chaque partie a accès à ces données et pas aux données des autres. Donc on a tout un système de sécurisation de l'accès à ces données. Concernant les échanges, en fait, tous les échanges entre les différents systèmes passent par des accords également à travers les acteurs. Donc en fait, c'est les acteurs qui donnent les autorisations de transfert entre les plateformes. Lorsque Air France va transférer du fret entre Paris, encore une fois, et le Mali, en fait, on va avoir les autorisations d'Air France d'envoyer ces informations sur le guichet unique du Mali. Et c'est au guichet unique au Mali qui va avoir la responsabilité de faire les transactions avec le système douanier malien pour assurer les bonnes transactions et les bons dédouanements, on va dire, de la marchandise. Très bien, merci. De toute façon, on est appelé à échanger avec la salle en fonction des questions qui vous viendront à l'esprit. Mais dès à présent, je voudrais demander à M. Salfati, en tant qu'utilisateur de système, est-ce que vous allez autoriser les informations d'Air France à être transmises au Mali? Je pense que vous en avez bien entendu l'intérêt. Et est-ce que vous pourrez également nous parler, parce que il a été allusion faite à des sigles un peu barbares, ECS, ICS. ECS, ça veut dire Export Control System, et ICS, c'est Import Control System. Ce qui veut dire que dans cette affaire, une fois que la numérisation sera avancée avec le Mali, un exportateur de mangue de Mali vers l'aéroport de Roissy ou vers le port de Perpignan pour ce qui vient par transport maritime, eh bien, depuis le Mali, il pourra faire une déclaration d'importation et mettre ces marchandises en libre pratique sur le marché européen. Monsieur Salfati, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce mécanisme à double sens, France-Mali et Mali-France, fonctionnera du point de vue de Air France? Bonjour d'abord, et puis merci pour cette invitation et de partager ces échanges dans cette salle avec vous. Aujourd'hui, ce qui est vraiment au cœur, pour répondre à votre question, ce qui est vraiment au cœur des préoccupations du fret aérien, c'est aussi
la productivité du fret aérien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moyenne, on passe 6 jours pour transporter une marchandise d'un point à un autre de la planète quand on utilise le fret aérien. 6 jours, c'est 6 fois plus que ce qu'il en faut, beaucoup plus que 6 fois plus que ce qu'il en faut pour l'avion lui-même, qui lui, en général, en 12, 13 ou 14 heures, aura à peu près accompli sa mission. Donc, on a là un vrai souci, et ce souci, il est fondamentalement documentaire. C'est un problème documentaire, c'est un problème d'échange d'informations et de blocage de l'information à toutes les étapes pratiquement que parcourt la marchandise, que ce soit aux douanes, que ce soit aux portes du GHA, aux portes de la compagnie aérienne, aux portes du GHA à nouveau, aux portes des douanes à nouveau de l'autre côté, etc. Donc là, on a un vrai problème, et le digital nous offre une opportunité absolument unique. Et aussi unique pour faire de nos aéroports, et quand on parle de nos aéroports, c'est aussi bien l'aéroport de Roissy que celui de Bamako ou de Dakar, de faire de ces aéroports, d'embrasser cette digitalisation et de faire de ces aéroports des aéroports compétitifs, où le fret aura envie de passer par ces aéroports parce qu'il saura qu'il ne va pas traîner plus que ce qu'il ne faut pour arriver à destination. Donc ça fait partie des très grands défis. Et l'autre grand défi, c'est le défi de la sûreté, parce qu'il y a de plus en plus d'exigences de sûreté. Aujourd'hui, on nous demande, et l'Union européenne va le demander aussi, demande que 4 heures avant le départ du vol, toutes les marchandises qui vont atterrir sur le sol américain, les informations soient envoyées et qu'on reçoive le go, qu'on reçoive l'accord de mettre la marchandise à bord de l'avion. Il ne s'agit pas de mettre la marchandise et puis quand elle arrive aux États-Unis, on regarde si on la refoule ou pas. Non, c'est avant. Donc là aussi, on a besoin de systèmes performants, d'échange de données. Et je crois que dans le rôle que remplit le SIN aujourd'hui à Roissy, à ce titre, est vraiment à la fois exemplaire et indispensable. On a récemment développé, par exemple, puisque l'IFRET, qu'est-ce que c'est dont on a beaucoup parlé, dont vous avez parlé, initié par IATA il y a bientôt 10 ans, c'est la dématérialisation de tous les documents. On a récemment dématérialisé à Roissy, et c'est une première mondiale, la déclaration des produits dangereux. Par l'intermédiaire du SIN. C'est-à-dire que chacun des acteurs de la chaîne logistique, en premier lieu les expéditeurs, vont faire leur déclaration et ces données vont rentrer dans le SIN. Ensuite, le commissionnaire de transport va compléter cette déclaration, etc., de manière digitale. Avec au milieu un check des données pour que la déclaration, on s'assure que la déclaration soit conforme aux exigences de IATA. Donc ça, c'est des améliorations vraiment importantes de productivité qui permettent une meilleure fluidité documentaire. Et c'est par là que je pense qu'on va tous réussir. Et bien sûr, le dernier point, c'est le guichet unique qui est fondamental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le Mali, pour le Sénégal et pour Air France ? Aujourd'hui, on travaille beaucoup, on exporte et importe beaucoup de marchandises et depuis le Sénégal, le Mali et d'autres pays africains. On a besoin d'avoir l'autorisation de faire de la LTA électronique, qu'on n'a pas toujours encore. On ne l'a toujours pas. Et c'est un petit peu le frein qu'on subit aujourd'hui, mais en même temps, on voit toutes les choses positives qui se développent, puisqu'il y a le guichet unique qui se développe dans tous ces pays. Et ça, c'est formidable avec les dernières technologies. Donc à partir du moment où ce portail douanier est opérationnel
fonctionnel et sûr pour l'administration et l'État de ces pays, il faut ensuite passer la vitesse supérieure qui est l'ouverture à l'IFRET. Et on va pouvoir faire de l'échange digital. Donc, moi, vraiment, je serais intéressé de prendre le maximum de contacts pour poursuivre ce travail avec nos partenaires de l'Afrique. Voilà, merci. Merci, Monsieur Salfati. Bien entendu, on va parler de la numérisation du transport aérien, mais aussi des autres modes de transport. Et bien entendu, vous avez dit un certain nombre de choses qui interpellent Monsieur Camara, puisqu'il faut qu'un certain nombre de données d'ordre général sur la sécurité, sur la réglementation des échanges électroniques, ce sont des choses extrêmement importantes. Et comme le diable est dans les détails, s'il n'y a pas une reconnaissance mutuelle, même si on a une interopérabilité sémantique, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que la signature électronique de l'un ne sera pas reconnue par l'autre. Par conséquent, Monsieur Camara, est-ce que vous pouvez nous dire ce sur quoi vous travaillez pour l'ensemble des administrations maliennes et plus particulièrement dans le cas de cette réalisation particulière du guichet unique? Très bien. Merci beaucoup, Rémi. Vraiment, je tiens à dire encore merci pour l'opportunité que vous offrez au Mali pour l'avoir choisi pour porter cette phase pilote. Je sais que pour beaucoup qui connaissent notre pays, il est enclavé. Il n'a pas de débouché à la mer, ce qui fait que la majeure partie des importations, c'est soit par fret aérien, soit via le Sénégal ou alors la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, un projet qui va permettre vraiment de dématérialiser ces procédures de transport est le bienvenu et va permettre essentiellement au fisc de pouvoir recouvrer, mais aussi au gouvernement d'être plus efficace pour permettre non seulement aux citoyens de suivre et de recevoir leurs colis dans un bref délai, mais aussi aux entreprises de pouvoir importer et exporter. Je suis heureux encore un plus parce que dans cette salle, nous avons le secrétaire général du ministère de l'économie numérique. Et ce qui veut dire que je ne serai pas le seul à parler. Et tout ce que je vais dire, je pense que ça sera aussi pris en compte pour que dès notre retour, nous formulons des recommandations fortes pour que ce guichet unique puisse voir le jour. Ce qui est important pour mon agence, je le rappelle, la AGETIC, c'est l'Agence de gestion des technologies de l'information du Mali. Donc, c'est une agence du gouvernement dont j'ai la charge de l'opportunité de diriger. Nous avons en charge essentiellement de développer l'ensemble des infrastructures TIC de l'État malien. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à connecter beaucoup de services de l'administration publique. Donc, des projets comme ça qui vont nécessairement solliciter d'autres secteurs de l'administration. Donc, cette question d'interopérabilité est la nôtre. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ce guichet unique puisse permettre déjà d'identifier le client. Parce qu'au finish, nous considérons la marchandise que quand elle va arriver au Mali ou quand elle doit sortir du Mali, il faudrait que le client soit identifié à la base, que l'entreprise soit connue et que la marchandise soit aussi identifiée, que son contenu soit identifié. Parce que cela va permettre de façon systématique à ce que le temps que les marchandises font dans les avions ne soit pas plus élevé que les temps qu'ils font dans les entrepôts une fois arrivés à Bamako. Et c'est le cas aujourd'hui. Que ce soit le transport maritime, le transport routier ou que ce soit le transport aérien, tant qu'il n'y a pas de solution informatique permettant vraiment d'accélérer les procédures, évidemment, beaucoup de clients, on a beaucoup de préjudices que nous causons de façon involontaire souvent aux citoyens, simplement parce que les procédures administratives sont lourdes. Donc, je pense qu'à ce niveau, le plus important, c'est dès maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons, à notre niveau, avoir une interopérabilité avec les différents systèmes d'information de ces pays qui envoient ou qui reçoivent des marchandises du Mali et s'ouvrir et pour qu'il puisse y avoir communication des informations à ce niveau. Parce que si
une marchandise quitte Roissy et qui arrive à Bamako, on a la possibilité, depuis l'enregistrement de la marchandise, d'avoir son contenu. Le processus de dédouanement peut déjà commencer au niveau de Bamako avec une garantie sécuritaire. Pareil pour le transport maritime. Donc le gouvernement, c'est dans sa politique parce que ça va permettre évidemment de renfler les caisses de l'État et aussi de sécuriser les marchandises et aussi, surtout, d'avoir une traçabilité et pouvoir générer aussi les besoins des citoyens en termes de consommation, en termes de besoins globaux. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps, sinon je suis à votre disposition. Merci. Je crois que Mohamed Diawara demande la parole et je lui donne bien volontiers. Non, ce que je voulais rajouter surtout, le directeur a parlé tout à l'heure de la garantie des recettes. Je donne un autre exemple, hein, parce que les chiffres, c'est révélateur pour moi. Nos pays payent environ 17 milliards dans le programme de vérification des importations. Si vous prenez les 8 pays de l'espace UEMOA, ça fait presque 20% d'un pays, 20% du PIB. Et on a fait le choix d'aller vers de la vérification à l'arrivée des marchandises. Et de plus en plus, avec les programmes de nouvelle génération, nous sommes en train de mettre au cœur du dispositif la digitalisation de la vérification. Cela suppose que les pays d'expédition seraient responsables quelque part de la certitude de l'information envoyée au pays d'origine. Et ça permet de réduire et d'alléger les vérifications à l'arrivée des marchandises qui permettra à nos différents opérateurs de trouver la marchandise rapidement dans leur entrepôt. Et ça permet aussi de gérer la garantie du stock national. Il y a 3 mois, nous avons été confrontés à un problème de pénurie de riz à cause des formalités au niveau des douanes. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous n'avons pas réussi, en tout cas au niveau de l'espace communautaire, à uniformiser les procédures de dédouanement. Et cela a forcément une influence sur la célérité des opérations de transactions électroniques. Mais aussi, nous sommes confrontés à un problème de fraude documentaire. Je prends le cas sur le corridor Mali-Sénégal, qui représente 70% de nos flux, où à l'arrivée de la frontière malienne, on est obligé de changer la déclaration. Donc, c'est la douane sénégalaise qui transporte le document pour remettre à la douane malienne. Donc, ce passage, elle est physique et ouvre la porte à toutes les manipulations documentaires qui sont des pertes de recettes pour nos États. D'où l'intégration des systèmes sous-régionaux, mais je pense que Dieng est plus à l'aise à parler de ce chantier pour avoir été président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, et que je salue d'ailleurs de passage, parce qu'ils ont fait un travail remarquable pour promouvoir cet instrument, pour en tout cas dynamiser la digitalisation des procédures administratives, qu'elles soient douanières ou autres. Mais aussi le contrôle, on en a parlé tout à l'heure au niveau aérien. Je me suis souvent amusé à dire au directeur de la douane que nous perdons 30% de nos recettes parce que les 30% des importations des produits pharmaceutiques, ou 90% d'ailleurs, sont aériens. Et il n'y a pas de contrôle. Enfin, vous mettez un scanner à l'aéroport pour juste contrôler une marchandise, ça c'est sur des vols commerciaux. Mais les cargos, souvent, ne sont pas contrôlés. Donc la digitalisation, au-delà de l'amélioration des recettes de l'État, au finish, tout le monde est gagnant. L'opérateur économise sur des coûts logistiques, l'État améliore ses recettes avec le turnover des différents opérateurs, mais la résistance elle reste au niveau régalien. Et le défi, et c'est ce que j'ai dit à des pays qui n'ont pas encore amorcé ce projet, le défi de la mise en place d'un guichet unique, elle n'est pas technique. C'est l'ancrage institutionnel. Il faut d'abord régler la problématique institutionnelle, la relation de pouvoir entre les deux administrations avant d'engager un projet de digitalisation. Et dans un pays enclavé comme le Mali, qui travaille avec plusieurs, où on a un corridor avec plusieurs pays,
la question de l'intégration des systèmes d'information est une question vitale. Et moi, j'ai fait plusieurs fois la frontière Bamako-Dakar. Je ne peux pas tout révéler ici, mais il y a une perte de recettes énorme pour nos deux États. Donc, c'est ce que je voulais donner comme précision. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à Ibrahima d'intervenir en deux temps. D'abord, j'aimerais que tu interviennes sur la perspective d'avoir une démarche identique à celle du Mali pour la numérisation des procédures de transport aérien. Alors, où en êtes-vous au Sénégal et comment pourrait-il y avoir une opération qui serait réalisée simultanément avec le Sénégal et le Mali, de telle sorte que cette interopérabilité nécessaire à laquelle faisait allusion M. Salfati puisse être vérifiée concrètement. Donc, pour le transport aérien, que nous dis-tu? Merci beaucoup, Rémi. Tu me fais intervenir sur le domaine sur lequel je suis le moins compétent, mais je vais quand même répondre à ton interpellation. Je connais d'autres domaines où ta compétence sera appréciée. Alors, sur le domaine aérien, ce qui a été fait au Sénégal. D'abord, je veux repréciser que le Sénégal a mis en place un guichet unique depuis 2004. Donc, en essayant de prendre une partie de la normalisation du UNCFACT, donc des travaux qui permettent aux données qui viennent d'un pays de pouvoir être structurées et repris dans un autre système. Alors, sur le volet aérien, comme je dis, toutes les formalités aujourd'hui qui sont d'ordre administratif, phytosanitaire, etc., sont intégrées dans le guichet unique. Et par rapport à la notion de fret, nous avons mis en place le manifeste électronique permettant simplement aux agences, je prends l'exemple d'Air France, qui aujourd'hui envoie tous ces manifestes à la douane. Avant, il les saisissait, et depuis que ce manifeste électronique a été mis en place avec les formats internationaux, ce sont des manifestes électroniques qui sont transmis à ce niveau-là. Alors, le e-fret, j'entends avec plaisir mon voisin d'Air France dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un projet sur lequel Air France veut se développer sur la place de Dakar. Nous avons d'ailleurs échangé nos contacts. Et comme je dis, nous sommes une plateforme. La plateforme, elle est là pour être à la disposition des acteurs, de leurs besoins et de l'urgence. C'est vrai que ce soit Dakar ou Abidjan ou Bamako, c'est des places aéroportuaires qui ne sont pas saturées en termes de flux. Dakar, je pense qu'il n'y a pas plus de 30 mouvements aériens par jour, alors que sur Roissy, certainement que c'est 30 mouvements aériens par minute. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles d'urgence. Cela n'enlève en rien la nécessité de devoir mettre en place les plateformes technologiques qu'il faut pour assurer la fluidité du flux aérien. Donc voilà un peu où on en est à Dakar. Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs sur le fret. Il y a Air France d'un côté. Et de l'autre côté, la Defend Air Afrique a cédé, je pense, le fret à 2 opérateurs, ce qui fait que nous travaillons avec tous les 3 aujourd'hui, mais sur la base de leurs demandes. Parce qu'en tant que plateforme, nous ne sommes pas initiateurs de quelque chose qui va au-delà de tout ce qui est phytosanitaire, comme je vous l'ai dit, déclaratif douane, phytosanitaire, tout cela est mis en place. Maintenant, le e-fret, j'entends avec plaisir que Air France veut le développer sur la place de Dakar, et donc nous serons tout à fait à l'écoute pour pouvoir être partie prenante de ce projet. Bien, merci beaucoup. Donc je passe au deuxième aspect, pour lequel ta notoriété est très très bien connue, et pas seulement en Afrique. Donc je rappelle, tu es rapporteur auprès de l'Organisation des Nations Unies pour la standardisation des échanges électroniques commerciaux et bien entendu également les échanges électroniques des administrations qui interviennent dans les procédures du commerce extérieur, cette normalisation étant le fait de l'Organisation mondiale des douanes. Nous avons tous lu le guide qui a été fait par l'Alliance africaine pour le commerce électronique, dont tu as été le fondateur et le président jusqu'à une date récente. Ce guide est extrêmement intéressant. Simplement, il laisse apparaître que, en définitive, la réalisation de l'interconnexion des guichets uniques a encore pas mal de chemin à parcourir. Je dirais que le même constat est fait
avec une autre région du monde qui est l'ASEAN, où il y a également un projet d'interconnexion des guichets régionaux. Alors, compte tenu de l'état de la question tel que tu l'appréhendes à travers cette alliance africaine, mais également en tant qu'acteur important au Sénégal, comment est-ce que cela va pouvoir se mettre en place en relation avec le Mali? Alors, déjà dans un contexte global, il faut se dire que les transactions du commerce international, on peut les compartimenter en 3 volets. Il y a le volet commercial, c'est-à-dire je suis acheteur, vous êtes vendeur, facture, pro forma, paiement, etc., qui est un volet aujourd'hui qui tourne pas mal parce que vous avez les banques qui ont leur interopérabilité qui marche, vous avez dans la logistique les acteurs qui ont leur interopérabilité qui marche. Donc là, ça ne concerne peut-être pas forcément les pays. Les pays peuvent juste profiter de cette cohérence pour pouvoir multiplier les flux. Ensuite, vous avez le volet administratif, réglementaire. Les États qui disent, voilà, moi, pour faire entrer dans mon pays, voici les exigences qu'il faut. Et c'est ça qui a fait peut-être émerger les guichets uniques en Afrique, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée, pour dire, j'importe tel produit de telle origine, et que toutes les administrations qui sont chargées de faire appliquer la réglementation dans le pays puissent coordonner leur intervention de sorte à ce que ce temps de formalité soit réduit. Et la dernière phase, c'est la phase logistique, la même que quand je parlais tout à l'heure de transactions commerciales. Dans la phase logistique, vous avez aussi de gros opérateurs logistiques qui aussi ont défini des standards par la plupart des métiers. Donc ce n'est pas aussi une partie où le pays a beaucoup à faire en termes de normalisation, mais c'est plutôt en termes de synchronisation des actions que ça doit se faire. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau sur le plan mondial? On a un géant commercial qui s'appelle la Chine, qui n'a pas de guichet unique, au passage, mais qui pourtant reste un géant commercial. Les États-Unis, bon, on en a discuté il y a 2-3 jours, qui ont quand même fédéré leurs différents systèmes autour d'une plateforme unique pour faciliter ces échanges. Mais on est dans un contexte où la sûreté aujourd'hui est un enjeu très important. On l'a dit tantôt avec les règles ICS, ECS, et de nouvelles règles qui peuvent naître à tout moment. On l'a vu, hein, à chaque moment qu'il y a une menace qui est appréhendée d'une certaine manière, une nouvelle règle aujourd'hui peut intervenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'interopérabilité des systèmes est un impératif. Et quelle est la difficulté à laquelle cette interopérabilité fait face? C'est l'utilisation des normes et d'une sémantique qui soit, que tout le monde puisse comprendre. C'est-à-dire quand vous envoyez un flux d'informations, que ce flux d'informations soit digéré par un système d'un pays tiers. Alors quand c'est de l'information neutre, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est de l'information assujettie à une déclaration, donc à une responsabilité. Aujourd'hui, le contenu d'une déclaration en douane, on peut rapidement le ramener devant la machine de la personne qui doit faire la déclaration. Mais on ne peut pas faire la déclaration à sa place parce que la déclaration est un acte juridique qui entraîne des conséquences sur celui qui l'a fait. Et ça fait intervenir donc la notion que vous avez abordée tantôt de signature électronique interopérable. Et donc, on est dans des enjeux qui sont très complexes. Et je pense que les États sont peut-être les acteurs sur lesquels il y a le moins de pression. C'est les acteurs aujourd'hui de la logistique qui peuvent être pénalisés par des déficiences aujourd'hui sur l'application de la réglementation et la fluidité en fait, des échanges. Donc je pense que ces réflexions, qui auront lieu d'ailleurs la semaine prochaine lors d'un symposium international sur les guichets uniques qui se tient à Genève, sont des questions qui sont plus que d'actualité et qui n'exposent pas de petits pays sur le plan logistique comme le Sénégal ou le Mali, plus que ça n'expose de grands pays logistiques aujourd'hui. C'est les mêmes questions qu'on se pose à Dakar, Bamako, Paris, Tokyo. Parce que c'est un enjeu international et il faut une solution qui permette de pouvoir garantir la sécurité, c'est important, la fluidité, c'est important, et aussi la réduction des coûts. Parce que c'est les trois qui vont ensemble. Si vous avez des flux très rapides, mais qui ne donnent pas de la sécurité et qui coûtent très cher, ça n'arrange pas la chaîne logistique. Donc l'impératif, c'est vraiment de faire coïncider ces trois choses, des informations fluides, qui ne mettent pas en cause la sécurité et qui garantissent des coûts qui sont acceptables pour permettre aux économies de pouvoir en profiter. Donc c'est un sujet d'actualité qu'on n'a pas fini d'éplucher, comme vous avez dit. Et je pense que si on doit parler du contexte africain, il faut faire remarquer que l'Afrique est le continent qui a le plus de guichets uniques par rapport au nombre de pays qu'il contient. Et tout de suite faire remarquer que l'Afrique, en même temps, est le continent le moins performant sur le plan logistique si on s'en tient aux indicateurs de la Banque mondiale ou d'autres institutions internationales. Ça veut dire qu'il y a un problème. On est dans une logique de volume
parce qu'il faut des guichets uniques et chaque pays donc, va vouloir mettre en place son guichet unique. Or, un guichet unique, ce n'est rien d'autre qu'une fonction pour améliorer la performance de la logistique. Et je reviens sur le mot performance, et c'est là où les États, par contre, ne doivent pas se tromper. Ce n'est pas la course au guichet unique, c'est la course à la performance. Le guichet unique n'étant qu'un moyen pour atteindre cette performance et non la finalité, comme beaucoup de pays africains ont pu se tromper en investissant massivement sur un objet qui n'est finalement qu'un moyen pour atteindre cette performance. Voilà ce que je peux dire a priori sur la question. Et sur les chantiers à ouvrir, est-ce que tu as une idée des ordres de priorité de ce qu'il faudrait faire, cette fois en nous plaçant sur le terrain du multimodal? En particulier, force est de constater que si un travail de grande valeur a été fait par le transporteur aérien grâce à l'IATA, le monde du transport maritime, lui, n'a pas fait un parcours aussi élégant. Et en même temps, ce monde du transport maritime est en train de nous sortir des innovations de rupture qui concernent l'utilisation de la blockchain, pourquoi pas. En même temps, on voit apparaître des possibilités nouvelles et actuellement, dans ce qui est réalisé, on est sur des technologies courantes, le vieil échange électronique de données, un peu modernisé grâce à XML, mais sur les chantiers concrets, précis, dans le bilatéral Mali-Sénégal, qu'est-ce que tu vois comme chantier prioritaire? Ben, là, je reviens à ce que disait mon ami Diawara. Sur le problème entre le Mali et le Sénégal, c'est un problème de tout sauf un problème de système. C'est un problème, je prends l'exemple du transit du Trieux, qui est une convention de la CEDEAO qui date de 1982, donc qui jusqu'à présent n'est pas appliquée. S'il était appliqué, les problèmes qu'il vient d'évoquer ne se passeraient pas entre le Sénégal et le Mali. Donc c'est un problème d'abord de confiance, et ça c'est entre tous nos États africains, hein. On est voisins, on se fait la bise, mais en fait on ne se fait pas confiance. Et du coup, tout ce qui est fait dans un pays, ça se reprend dans l'autre pays, parce que s'il y avait la confiance, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, je pense que les États doivent être plus sincères dans leur collaboration et dans leur volonté d'intégration, que ce soit à l'échelle du Sénégal-Mali, mais également à l'échelle de toute l'échelle de tous les pays de l'UEMOA. Ensuite, ce qui se fait au Mali actuellement à travers le projet de guichet unique et également l'initiative de IFRED, qui est un projet pilote, je pense que c'est quelque chose qui a énormément de valeur, parce que si le pilote prend et que les conclusions parviennent aux autres États qui sont membres de l'espace économique, il faudrait qu'on puisse avoir cette plateforme de mutualisation. C'est ça le mot essentiel aujourd'hui. Il faut que les États africains qui partagent le même espace économique soient dans des logiques de mutualisation, aussi bien d'expérience que de bonnes pratiques, mais également de solutions ou de démarches pour pouvoir arriver à un certain niveau. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est le continent qui échange le moins entre lui, c'est-à-dire dans tous les continents, l'échange à l'intérieur du continent, les échanges à l'intérieur du continent sont plus importants ou aussi importants que les échanges avec l'extérieur du continent. Mais l'Afrique reste la région du monde où on est à 15% de commerce intra-africain et donc 80% de commerce extra-africain. Et aujourd'hui, toutes les initiatives politiques qui sont prises, ça va pour briser cette limitation, mais comme on sait, hein, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, parce que ces questions-là, il y a 20 ans, ce qu'on en disait, c'est exactement la même chose qu'on en dit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire que de s'entendre sur des principes. Parce que quand on s'entend sur des principes, ça aboutit rarement à une réalité sur le terrain. Et donc, moi, j'attends beaucoup de cette expérience pilote avec le Mali. Et j'espère que les retours d'expérience pourront servir à construire quelque chose de solide, non seulement entre le Sénégal et le Mali, qui sont des pays que l'histoire a réunis, hein, sur le plan commercial, on vient de le dire, et qui appartiennent tous les deux à l'espace CEDEAO-UEMOA, et donc à travers lesquels donc, des extensions d'expérience peuvent parfaitement avoir lieu. Ça, c'est sur le plan régional. Sur le plan international, vous l'avez dit, la blockchain, c'est à la mode, hein, tout le monde en parle. Et théoriquement, la blockchain doit faire disparaître beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intermédiaires, puisque avec elle, plus nécessité d'avoir des intermédiaires. Mais je dis, c'est comme toutes les modes informatiques. Souvent, elle nous délivre quelque chose de différent de la promesse. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais c'est rarement exactement ce qu'on prévoyait. Si vous lisez les revues scientifiques d'il y a 10 ans,
ce qu'elle prévoyait que nous ferions aujourd'hui avec la technologie est totalement différent de ce que nous faisons. Donc, espérons que la blockchain ne bouleversera pas ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui et qui va vers une convergence des acteurs. Bien, oui, sur l'utilisation de ces nouvelles technologies, il est clair qu'on voit une prolifération d'initiatives et c'est bien ça le problème. D'ores et déjà, il y a ce que Maersk fait avec IBM. Dans le même temps, il y a ce que CMA-CGM fait avec les autorités portuaires de Singapour. Mais avant de revenir là-dessus, parce que j'ai quelque chose à vous proposer et sur quoi nous allons travailler dès mardi prochain. Mais tout de suite, il y a une question que je voudrais poser à M. Salfati et à vous, M. Blanchet. C'est la question de masse critique. C'est-à-dire que pour l'instant, dites-nous où vous en êtes par rapport à cette panoplie de messages et de procédures standardisées qui ont été définies par l'IATA. Dans ce panier-là, qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera utilisé demain? Parce que, d'après ce que j'ai compris de M. Salfati, c'est tout à fait important quand on développe des systèmes et ça représente un coût, d'avoir des volumes suffisants pour avoir le retour sur investissement. Alors, où en est-on de la panoplie de ce qui a été, avec grand talent, développé par l'IATA? Vaste question. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup, on parlait de l'e-fret, donc au niveau, le point, enfin en tout cas dans le fret aérien, c'est effectivement la LTA. Donc aujourd'hui, la LTA, c'est le centre de la donnée, mais on est obligé de descendre à des niveaux inférieurs pour répondre justement aux règles sécurité qui sont de plus en plus. Donc aujourd'hui, en fait... Juste un mot, les LTA, l'aide de transport aérien. Oui, pardon, l'aide de transport, le contrat de transport aérien. On est obligé de descendre au niveau inférieur et d'avoir des informations sur ces deux niveaux qui sont en aérien, la lettre de transport et ce qu'on appelle la house, donc en fait le détail de la marchandise. Et c'est sur ces deux niveaux principalement qu'on travaille pour qu'on ait vraiment la dématérialisation de ces deux niveaux de description de la marchandise. Avec ces deux niveaux de description de marchandise, on est aujourd'hui capable de faire énormément de choses au niveau procédure automatisée et on peut raccrocher d'autres traitements comme les informations supplémentaires concernant par exemple les matières dangereuses. Mais je souhaiterais juste revenir sur un petit point on parlait parce qu'au centre de l'enjeu c'est vraiment l'information. En fait, hier et encore aujourd'hui, en fait, l'information voyageait avec la marchandise sous forme de papier. Et c'est encore le cas beaucoup aujourd'hui. Et donc en fait, quand on parle des guichets uniques qui se développent partout dans le monde, le guichet unique, s'il reçoit l'information au moment de la marchandise, il perd un petit peu de son intérêt. Il ne peut rien anticiper. Donc en fait, l'enjeu aujourd'hui et demain, c'est vraiment d'avoir un flux de marchandises et un flux d'informations sécurisées, parallèles, en temps réel et en anticipé, pour que les guichets uniques reçoivent l'information sur la marchandise avant la marchandise, qu'elle puisse anticiper toutes les opérations. Et juste, encore une fois, on revient sur la productivité derrière et l'efficacité. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce flux de marchandises et ce flux d'informations, on doit aujourd'hui les traiter séparément. Donc, les systèmes sont sûrement là, en France, au Mali, au Sénégal. Et maintenant, c'est vraiment ces échanges qu'il faut améliorer. Aujourd'hui, les technologies sont là. On parlait de la blockchain qui va sûrement sécuriser ces échanges, mais ne va pas révolutionner les échanges. Ça va simplement probablement les sécuriser, un moyen de sécurisation. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment se rendre compte qu'on change d'un état où on avait encore une fois l'information qui voyageait avec la marchandise, avec un état où la marchandise voyage séparément de l'information et il faut absolument l'interopérabilité entre ces systèmes. Et si on arrive à avoir la bonne information sur les deux niveaux avec les normalisés suivant les règles IATA au niveau LTA et house, que ces échanges sont faits entre les systèmes, on va gagner beaucoup en termes de productivité au départ et à l'arrivée. Oui, quelques mots juste pour prolonger ce que dit Étienne, parce que
ce que va nous permettre, un des gros problèmes, un des gros problèmes, si c'est quand même le gros problème de la messagerie telle qu'elle a été développée depuis des années et mise en pratique par IATA et les compagnies aériennes, c'est la qualité de la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un format qui est rigide, où finalement l'information qui est transportée dans les messages n'est pas forcément alimentée par celui qui est propriétaire de cette donnée. Alors pour parler simple, quand vous faites expédier un colis par Amazon ou n'importe quoi, c'est vous qui mettez votre adresse, vous en êtes responsable. Parce que si vous ne mettez pas votre adresse, Amazon ne pourra pas la deviner à votre place. Et c'est la même chose pour les shippers. Aujourd'hui, on a des expéditeurs qui mettent des adresses plus ou moins fantaisistes ou pas, et que les commissionnaires de transport vont compléter ou pas de manière fantaisiste, ou bien les ressaisir à nouveau. C'est-à-dire qu'on a toute une accumulation d'erreurs et de trucs comme ça. Donc ça, c'est une des choses que les nouvelles technologies peuvent aussi apporter. C'est-à-dire que la blockchain, ça peut être dans ce sens-là aussi la restitution de la donnée à celui qui en est propriétaire. Et ça va être un élément important Alors là-dessus aussi, Air France, on a un peu cette chance-là, puisque là, IATA est en train de prendre un virage là-dessus, je clôt, et Air France va se mettre dans un pilote qui va notamment aller en Afrique, en utilisant à la fois une nouvelle technologie utilisant l'Internet et la blockchain. Donc, j'en ai pas encore parlé à Étienne, mais ça y est, maintenant il est au courant. On va travailler avec lui. Voilà. Est-ce que j'ai un sursis ou il faut terminer? Bon, alors je vais conclure justement sur ce que l'on disait. C'était que ces nouvelles technologies qui sont très intéressantes, CMA-CGM a favorisé les destinées d'une entreprise qui l'a financée pour développer des conteneurs intelligents. Et je pense qu'il y a utilisation possible de ces conteneurs intelligents. Simplement, il y a celui-là, mais il y a une autre technologie. De plus, ces conteneurs intelligents, ils échangent des données avec leur environnement. Leur environnement, ce sont les portiques dans les terminaux portuaires, ce sont les péages des autoroutes. Et là, évidemment, il faut que les différentes technologies de conteneurs intelligents, quand ils passent à un péage, aient les mêmes API pour que ça fonctionne. Donc, pour que tout ceci soit cohérent, nous avons une réunion à laquelle, Ibrahima, tu ne participeras pas puisque tu es à Genève, mais à laquelle Mohamed va participer, qui va consister à s'appuyer sur l'IRT System X et un certain nombre de porteurs de technologies numériques, dont certains sont adhérents de l'AFNET et d'autres pas, pour que effectivement on compare et on ait un think tank dont, espérons-le, sortiront des recommandations de portée générale. Alors je suis désolé par rapport à l'audience qu'elle ne puisse pas poser des questions, mais de toute façon, une question tout de même? J'ai le droit? Oui. Je suis content d'être resté jusqu'au bout parce que c'est exactement ce que je voulais entendre, ce que vous venez de dire. En fait, Internet a tout inspiré, mais pas uniquement par ce qu'il fait, mais surtout dans son infrastructure. Internet n'est rien d'autre que des distributions de paquets, c'est une logistique. Et en fait, ce que vous venez de dire, c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle Internet physique. Et c'est en train de se développer à une vitesse grand V. Évidemment, avec l'apport de la blockchain, ça va aller encore plus vite, ça va le hâter, ça va le rendre plus intelligent et ça va se faire d'une manière automatique. Et bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que les paquets, c'est comme ça qu'on les appelle, les paquets dans Internet, c'est des paquets, vous avez des routeurs, vous avez une chaîne logistique, c'est exactement pareil. Et donc, quand vous allez passer à votre logistique dont vous parlez depuis déjà 1 heure, ça va être exactement pareil. Donc, l'Internet est partout. Non seulement il a cloné notre cerveau, il est en train de le faire avec toute l'intelligence artificielle qui est en train de se passer, mais il va aussi, on est en train de s'en inspirer pour nous rendre la vie facile avec quelque chose de physique, d'où l'Internet physique. Merci beaucoup. Donc, c'est la conclusion sur ces deux idées, qu'il faut effectivement un think tank pour maîtriser ces technologies fort intéressantes, mais assez complexes. Et deuxièmement, que le diable est dans les détails. Je suis content que M. Salfati
et terminer sur ce qui était mon propos introductif, c'est-à-dire traiter convenablement l'adresse, parce que si tout est numérique et qu'ensuite il faut traiter l'adresse par téléphone, ça n'y va pas. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci.